J'ai fait beaucoup d'extra dans un restaurant qui est dans le 11e, qui s'appelle Biondi. Un jour, ils m'ont dit « écoute, est-ce que tu veux pas un poste de chef ?» Ça a été une expérience qui m'a changé la vie parce que c'est la première fois où on se confronte à la vraie gestion d'une brigade, en étant très inexpert et très jeune. Et t'es presque le plus jeune, toi, en plus, non ? J'étais le plus jeune. Ouais, en plus. Donc, il fallait que je fasse mes preuves et qu'ils comprennent pourquoi ce que le patron a mis ce gamin en commande. Donc, au début, ça a été dur parce qu'ils m'écoutaient tout simplement pas. Donc, quand ils m'écoutaient pas, moi, je regardais le sous-chef et lui, il leur disait et là, ils écoutaient. Donc, ça m'a pris 2 mois à réussir à me faire entendre. Mais face à une équipe comme ça, je savais que si je le faisais de façon à l'ancienne, violente, engueulant, ils ne me prendraient pas au sérieux. J'étais un gamin, qu'est-ce que je veux leur apprendre? C'est des personnes qui ont 20 ans de métier. Par contre, j'ai remarqué que quand je leur montrais des techniques ou des façons de faire différemment qui leur économisaient du temps, ils se disaient ah ouais, ok, donc je peux faire ça comme ça, ah bah merci. Donc, c'est de la patience, c'est du temps, c'est de montrer par l'exemple et par des faits concrets qu'il y a une connaissance sur le métier, que ce soit technique, culinaire, managériel, ergonomique, etc. Donc ça m'a permis peu à peu de mieux m'entendre avec la brigade, jusqu'au moment où on est arrivé à souder la brigade et ça s'est très bien passé. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Je suis Toto et aujourd'hui, je reçois Santiago Guerrero, un chef d'origine colombienne qui vit à Paris depuis plusieurs années et qui travaille ici même, juste là, derrière moi. Avec Santiago, on va revenir sur son itinéraire, sur l'Amérique du Sud, on va parler de ses rencontres, de sa formation, bref, de tout ce qu'il a nourri pour devenir le chef que l'on connaît aujourd'hui. Donc prenez le temps, installez-vous confortablement, préparez-vous à manger. Le temps du générique, je traverse pour démarrer l'émission. Les chefs se mettent à table. À tout de suite. Santiago, merci de nous recevoir ici c'est son petit salon privatif ici. Hein, tout à fait. C'est très joli. J'aime beaucoup les photos d'ailleurs. Ah, alors, on est disponible sur YouTube, tu le sais, mais aussi en podcast. D'accord. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui donc ne te voient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Déjà, Olivier, merci beaucoup d'avoir pensé à nous et d'être venu. On est ravis de t'accueillir. C'est vrai que le format que tu fais en ce moment avec les chefs passent à table est très intéressant et permet peut-être de raconter une partie de l'histoire qu'on ne voit pas toujours. Ouais. Donc ça, c'est très cool. Merci. Moi, je m'appelle Santiago Guerrero. Je suis chef exécutif de la brasserie Vendémiaire, ouverte à Paris il y a bientôt 1 an, donc en juillet de l'année dernière, en 2024. Je suis moitié colombien, moitié suisse, formé à Ferrandi et je travaille en tant que cuisinier et chef à Paris depuis bientôt 13 ans. Ok. Eh ben, on est parti pour redécouvrir ces 13 années et même plus encore. Donc, on y va avec les chefs se mettent à table. Ma toute première question que je pose à tout le monde, c'est quoi ton premier souvenir de cuisine ou de plat ? Moi, j'ai la chance de venir d'une famille dans laquelle il y a énormément d'amour pour la gastronomie, même si personne de ma famille l'a exercé. Surtout parce qu'en Colombie, malheureusement, tout ce qui est profession manuelle n'est pas toujours très bien vu, dans le sens où ça reste une culture qui est très conservatrice et dans laquelle, si on n'est pas avocat, ingénieur ou médecin, c'est qu'on n'a pas réussi sa vie. Ma mère qui est suisse et mon père qui est colombien ont eu la chance de vivre dans beaucoup de pays et ils ont toujours eu un grand amour pour la table. Ouais. Pour le fait de bien manger. Donc mon père, il cuisine beaucoup à la maison, même s'il n'avait jamais conçu ça comme une profession. Et je pense que les premiers souvenirs que moi je dois avoir de la gastronomie, c'est mon père. Quand il est rentré en Colombie, qu'il avait une communauté d'amis étrangers, ils se réunissaient tous les vendredis chez mon père. Et à tour de rôle, chacun proposait une recette d'un endroit différent du monde. Donc il y en a qui ramenaient du vin, des charcuteries, on cuisinait des produits. Et je me souviens que quand je commençais à avoir 12-13 ans, plutôt que de sortir avec mes amis, je voulais rester à la maison parce que je savais que mon père allait faire des plats que moi je pourrais pas, auxquels je ne pourrais pas avoir accès de mon côté. Et pareil, mon père à cet âge-là, il commençait déjà à me laisser goûter par-ci par-là, une petite goutte de vin. Donc c'est la première fois où j'ai compris l'importance et la beauté du moment de la table, de la convivialité. Même si, comme je dis, à l'époque, je ne l'ai jamais conçu comme une profession, c'est la première fois où je me suis dit quelque chose opère quand on est à table, entre la convivialité, le bon produit, le bon vin, les bons mets. Et des années après, quand je suis devenu cuisinier et que je réfléchissais ça, je me suis dit que c'était peut-être certainement la première fois où j'ai compris l'impact de la table. Alors ça veut dire que très jeune, là, ado, 12-13 ans, tu as réussi à goûter des produits et des plats du monde entier. Oui. Comme ça. C'était une énorme chance, oui. Ah ouais, c'est génial. Oui.
Et il y a un pays ou un plat qui t'ont marqué, ou c'est plutôt la diversité qui t'ont séduit? La diversité m'a séduit parce qu'à chaque fois, ils venaient avec des nouvelles idées de produits différents. Et du coup, on n'est pas forcément conscient de la richesse gastronomique ou culturelle des pays à cet âge-là parce qu'on est encore un gamin. Mais vu qu'à chaque fois, il y avait des choses différentes, ça m'interpellait de me dire « ouais, il y a quand même beaucoup de choses, quoi ». Donc ça, c'est sûr que ça m'a interpellé. Et un produit en particulier, à l'époque, pas vraiment. Je pense que j'avais pas suffisamment de compréhension. J'étais juste très content de les goûter. Ouais. Génial. Mais alors du coup, tu profites du moment en te disant que c'est un moment, ce moment-là est une parenthèse unique dans ton adolescence, mais à aucun moment tu te dis je vais en faire mon métier. T'as d'autres préoccupations. Non, pas du tout. Tu penses peut-être au foot ou à autre chose, quoi. Oui, je pensais au sport. Je faisais du rugby. J'étais avec mes amis. Et à l'époque, je savais déjà que je voulais être avocat. C'est ce que j'ai toujours voulu être. Ok. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu en France à la base, parce que j'ai été admis à Assas après avoir fait mon admission post-bac à l'époque. Moi, j'ai fait un lycée français toute ma vie, donc j'ai fait une terminale littéraire qui a découlé sur une acceptation pour une licence en droit à Assas. Tout ça en Colombie? Tout ça en Colombie. Okay. J'ai aussi eu la chance de vivre dans d'autres pays, mais j'ai toujours été dans un lycée français. Ok. C'est pour ça que là, t'as un petit accent sud-américain, mais c'est pour ça que t'as un français qui est parfait. Oui, j'ai aussi ma mère qui est suisse, donc c'est sûr que ça. Ok. Je comprends. Donc là, tu t'es dit, t'as on va dire ton bac, t'es prêt à ça si tu te dis, ok, je vais à Paris, je veux faire du droit, je veux être avocat. C'est ce que je voulais faire. Je pense que j'ai vu trop de films et que j'avais une idée en tête de ce qu'était être avocat. Ouais. J'ai évidemment aperçu quelque chose de différent en intégrant Assas, qui reste une très très belle université où j'ai été très bien accueilli, qui avait des campus magnifiques et c'était très sympa. Mais on va dire que l'amphithéâtre de droit romain un samedi à 7h du matin, c'était pas le plus passionnant. Ouais. Et moi qui suis la 200? Première classe, on était 600. Wow. À la 5e, on était 300. Donc c'est sûr que ouais. Après Assas, c'est une université qui est très exigeante, donc le filtre, il se fait tout seul. Quoi qu'il en soit, moi j'ai terminé ma première année en réalisant que c'était une carrière qui était très intéressante, mais qui n'était pas faite pour moi. Je suis quelqu'un de très hyperactif et même si j'adore lire, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus stimulant. Donc c'était une grosse crise identitaire parce que j'avais toujours voulu être avocat, ou j'avais ça en tête en tout cas depuis que j'avais 8 ou 9 ans. Donc tout d'un coup, me retrouver à mes 19 ans, me disant bon, en fait, je suis paumé parce que je ne sais pas ce que je voudrais faire et j'ai jamais pris le temps de penser à une autre carrière. Donc bon, j'étais à Paris, j'étais un peu confus et c'est mes amis qui m'ont dit écoute Santiago, ce qui te passionne le plus, c'est le fait de bien boire et de bien manger, ce qui est plutôt rare pour des personnes de notre âge. Pourquoi tu t'essayes pas à la cuisine? Tu cuisinais déjà un petit peu à ce moment-là? Même pour toi, comme ça? J'adorais manger, et bien boire quand je le pouvais, mais j'étais nul en cuisine. Je savais faire des choses basiques, des pâtes, des riz pour faire à la maison quand on est étudiant. Mais à part ça, c'était assez mauvais comme niveau culinaire, on va dire. Mais j'avais quand même un intérêt, j'aimais beaucoup, surtout en arrivant à Paris, découvrir des spécialités, pouvoir goûter des choses, ça m'a toujours vraiment plu. Et c'est pour ça que mes amis m'ont dit écoute, tu devrais essayer, pourquoi pas. T'es à Paris, il y a quand même peu de villes aussi intéressantes pour étudier la cuisine. Donc ça a commencé à m'intéresser, je me suis dit oui, écoutez, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à me renseigner. Et à l'époque, il y avait une formation qui s'appelait une passerelle universitaire, qui était donc construite pour permettre aux personnes qui étaient en formation dans une université ou grande école de passer vers un CFA, un centre de formation d'apprentis, pour faire une découverte qui durait 3 mois des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Donc c'était à l'EPMT et c'était 3 mois pendant lesquels on faisait des cours de salle, de cuisine, d'hébergement pour voir un peu toute la palette de professions qui s'offrent aux personnes qui intègrent ces écoles. Donc la salle c'était sympa, l'hôtellerie ça me plaisait pas trop. Par contre la cuisine, dès le premier jour j'ai adoré. J'étais plutôt catastrophique, mais j'ai adoré. Et alors je reviens juste à un tout petit quelques mois en arrière parce que j'ai une question qui me turlupine. Un Sud-Américain qui arrive à Paris, il goûte quoi comme premier plat dans un restaurant? C'est quoi la première chose que tu t'es dit? Je suis à Paris, je veux goûter un truc. En fait, moi j'avais pas en tête un plat en particulier. C'est quand j'allais au restaurant, je regardais ce qu'il y avait à la carte. Et il y avait beaucoup de mots, de choses que je ne comprenais pas. Et je sais que l'un des premiers plats que j'ai goûté en arrivant à Paris en tant qu'étudiant, c'était à la Fourmi ailée, rue d'Antan. J'ai pris une blanquette de veau que j'avais jamais goûté et j'ai trouvé ça extraordinaire. Simple, efficace, avec du riz. Moi, en tant que Colombien, le riz, j'adore. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'était l'une des premières fois où je me suis dit, c'est une cuisine riche, c'est une cuisine qui a énormément de choses à offrir. J'avais jamais entendu parler de ce plat, même s'il est très commun.
Je pense qu'à l'étranger, on parle surtout, quand on parle de la France, de foie gras, de coq au vin, de bourguignon, etc. Donc moi, quand j'ai vu blanquette à la carte, j'ai dit, tiens, je vais commander ça, et ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qu'on mange en Colombie? Alors toi, tu as eu la chance de pouvoir, comme tu le disais, le vendredi avec ton papa, goûter différentes choses, mais on va dire un habitant de Colombie, entre guillemets classique, qu'est-ce qu'il mange? C'est quoi le type de plat? Alors la Colombie a une particularité, c'est que c'est un pays qui s'est construit sur le secteur agricole. Donc on a une cuisine qui est très riche et surtout qui est très généreuse dans l'assiette, en quantité je veux dire. C'est une cuisine dont les plats traditionnels ont été façonnés par les habitudes alimentaires des paysans. Donc c'est des plats qui vont devoir donner suffisamment d'énergie pour labourer les champs. Oui. Donc on va trouver de la pomme de terre à côté du manioc, à côté du riz. Donc c'est des plats qui sont assez caloriques. Oui. On a une particularité aussi en Colombie, c'est que étant un pays qui est au niveau de l'équateur, on n'a pas de saison. Il y a les stations qui est chaude et on va dire la saison qui est pluvieuse. Mais le fait d'avoir un pays qui n'a pas de saison fait qu'on a une variété de fruits et de légumes qui est énorme. On est d'ailleurs le 2e pays avec le plus de biodiversité dans le monde. Et ce qui fait qu'on a toute une panoplie de fruits et de légumes qu'on mange tout le temps et qu'on vient tasser dans cette assiette qui est déjà généreuse, à laquelle on ajoute évidemment beaucoup de cochons parce qu'on est un pays qui consomme énormément de porc, de poulet et de bœuf. Un plat traditionnel colombien, ça va être una bandeja paisa, qui est un plateau qui va être rempli donc du riz, du manioc, de la pomme de terre, avec un peu de viande hachée, avec un peu de chicharrón, qui est la couenne du porc qui est frite, avec un œuf frit, avec un saucisson. Donc c'est quand même très généreux. Mais c'était à l'époque des plats qui étaient faits parce que les personnes qui labouraient la terre partaient très tôt le matin et ne mangeaient qu'une deuxième fois quand ils rentraient des champs. Oui. Donc ça, c'est, on va dire, la base culinaire de la Colombie, qui s'est déclinée partout dans le pays avec des plats très généreux et aussi qui est très axé sur les soupes. On mange énormément de soupes. Des soupes qui sont épaissies à base de pommes de terre, dont on a plus de 1000 variétés en Colombie. Donc c'est sûr que c'est un pays qui est riche, mais avec une gastronomie qui est, on va dire, assez simple, assez efficace. Pareil pour les jus de fruits. À mon âge, je n'ai pas réussi à goûter tous les fruits qu'à la Colombie. Et on les fait tous en jus. Mais ça veut dire que... dès ce moment-là, quand même, tu te rends compte de la qualité des produits et du fait que manger un bon produit, tu disais un bon légume, etc., t'as quand même une chance incroyable, quoi. On ne se rend pas compte en Colombie quand on a... parce que c'est assez particulier. La Colombie, c'est un pays qui est très agricole, dans lequel, comme je l'avais expliqué, il n'y a pas énormément de respect pour les professions manuelles. Donc, par exemple, une tradition française qui est d'avoir le marché de rue, c'est quelque chose qui, pendant très longtemps, s'était perdu en Colombie et qui arrive rarement. Bogota, qui est la capitale de la Colombie, c'est une ville gigantesque qui doit faire 11 fois Paris en taille, donc c'est assez conséquent, dans laquelle il doit avoir 5 ou 6 marchés, c'est tout ce qu'il y a. Parce que c'est des marchés dans lesquels les restaurateurs vont acheter des produits, mais la vaste majorité des personnes vont dans les supermarchés. Okay. Donc même si on a la chance d'avoir un produit qui est de bonne qualité, qui vient du champ, qui majoritairement n'a pas été touché par des OGM, etc., c'est juste par défaut. Les gens ne sont pas conscients de la qualité du produit qu'on a. Et on a commencé à avoir cette notion du produit que récemment avec l'avènement médiatique des chefs. Contrairement en France où c'est un pays, l'un des pays à avoir le plus d'appellations dans le monde. Donc même le français lambda, et je me souviens que c'est quelque chose qui m'a impacté en arrivant en France, a un minimum de connaissances sur la qualité des produits et sur les appellations. Et ça c'est un truc, en Colombie des appellations on n'en a pas beaucoup, alors qu'en France des appellations vous en avez à la louche. Ça veut dire que toi, c'est pratiquement en arrivant en France que tu te rends compte de la chance que tu as eue de pouvoir avoir toute l'année des surtout produits les fruits et les légumes, oui, forcément. En janvier, si tu as envie de manger un fruit en Colombie, tu as le fruit que tu veux. Alors que j'imagine qu'ici à Paris, si tu veux un produit de qualité, etc., en janvier, tu n'as pas de fraises, quoi. Oui, il faut attendre la saison et il faut avoir une bonne qualité encore. Parce que c'est pas toujours dans les supermarchés qu'on trouve des légumes qui ont un vrai goût. Bien sûr. Bien sûr. Non, oui, c'est en arrivant en France et en intégrant évidemment le monde de la cuisine que j'ai commencé à comprendre la richesse qu'on avait au niveau de produits en Colombie. D'accord. Donc, on en revient, excuse-moi pour l'aparté, mais c'était hyper intéressant. Du coup, tu fais tes 3 mois de formation, tu te dis la salle, c'est pas mon truc, par contre, je suis nul en cuisine, mais j'adore. C'est ça que j'ai envie de faire. J'adorais. Ok. J'adorais, ne serait-ce que le fait de pouvoir être debout et de faire des tâches avec mes mains. Je viens d'une famille dans laquelle, dans ma famille maternelle, il y a beaucoup de peintres. Donc du coup, j'ai toujours eu des aptitudes à travailler, à utiliser mes mains. Je suis quelqu'un, je me considère plutôt créative. Et le fait de pouvoir enfin faire quelque chose qui était encouragé, contrairement à des études de droit dans lesquelles il faut être très sage et lire et étudier, en cuisine, c'était encouragé de travailler avec les mains, de se salir, d'essayer des choses. Et ça, j'ai trouvé très très sympa, ça m'a énormément stimulé. Puis les goûts, les odeurs, le fait d'avoir du bruit, d'avoir cette pression du service,
J'ai eu la chance, du moins à l'école, d'avoir des très bons profs qui étaient plutôt bienveillants, ce qui était rare à l'époque. Et c'est sûr que ça m'a poussé dans la direction de la cuisine. C'est génial ça. Ouais. Donc du coup, la formation se passe bien. Tu commences à faire des stages du coup pendant ta formation? Dans la formation de 3 mois, Oui. on a un stage de fin de formation qui permet de valider le stage. Ok. Donc moi, mon tout premier stage a été dans les cuisines du Movenpick Neuilly-sur-Seine, Ok. qui depuis a fermé. Maintenant, je crois que c'est un Radisson, je ne sais plus. Mais à l'époque, c'était un Movenpick, donc un groupe suisse qui avait un hôtel 4 étoiles. Mon chef, il s'appelait Damien Delgado. C'était un super chef, très très sympa. Et du coup, première fois que je travaille dans une cuisine, là encore, beaucoup de chance parce que c'était cette cuisine du chef Delgado était assez bienveillante. On avait quand même une brigade qui était assez diversifiée et où tout le monde était sympa, respectueux avec moi. Donc j'ai passé 3 semaines dans ce stage, mon premier stage en cuisine. J'ai beaucoup appris, je me suis pas mal coupé. Mais ça n'a fait que contribuer à ma volonté de faire une vraie carrière en restauration. À ce moment-là, ta décision est prise, tu te dis, c'est ça que je veux faire. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'était sûr, j'avais décidé, j'avais quitté Assas, je les avais informés, j'avais informé mes parents aussi. Et Comment ils l'ont pris? C'était assez ironique parce que j'ai toujours pensé que mon père allait mal le prendre, et il a très bien pris. Il m'a dit, écoute, un travail c'est un travail, si tu le fais, fais-le bien. Ok, très bien. Ma mère, par contre, qui est celle qui est, on va dire, plus ouverte d'esprit, l'a très mal pris, parce qu'elle voulait que je sois avocat ou que je fasse une carrière utile, entre guillemets. Donc elle a eu du mal les premiers mois. Et maintenant? Maintenant, elle adore. Nourrir les gens, c'est aussi utile. Hein. Oui, puis maintenant, elle m'appelle à chaque fois que je suis en service pour me demander des conseils culinaires. Donc, ouais. Donc, ouais, maman, je suis en service, mais bon. Avoir un chef, enfin pas à la maison, mais de disponible, c'est quand même chouette. Oui, non, puis c'est sympa, ça me fait plaisir qu'elle soit aussi fière. Donc, fin de tes 3 mois, Neuilly, tu te dis c'est ça que je veux faire. Ouais. Donc là, t'embrayes avec une Ferrandi, c'est ça, une formation? Non, là, vu que j'étais à l'EPMT, oui. C'est là que je fais la passerelle. Je présente on va dire, l'espèce de rapport de stage, ça se passe très bien. On m'accepte dans l'école et je fais un CAP post-bac. J'avais déjà un bac, donc la partie, on va dire, d'enseignement général était déjà validée. Oui. Donc je fais un CAP post-bac qui est pour adultes, qui dure 1 an et qui est en alternance. Donc je fais mon alternance entre l'EPMT et le Pullman Montparnasse. Okay. Donc un très gros porteur qui, à l'époque, devait avoir 700-800 chambres. On était 70 en cuisine. Wow. Donc c'était déjà un contraste énorme entre la cuisine relativement petite de l'hôtel la nuit, où on était 15 ou 20 en cuisine, à une cuisine de 3 étages où on est 70, où on fait des banquets pour 500, 600, des départements entiers, un chef exec, 4 sous-chefs. Bon, c'était monstrueux. Très intéressant parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de polyvalence et de passer de station en station. J'ai commencé les 2 premiers mois en tant que communard, donc à la cafétéria des employés. Vu la taille de cet hôtel-là, on était 400 ou 500 employés. Donc du coup, on était 5 communards à faire à manger pour tout ce nombre de personnes tous les jours. Donc c'est évidemment une autre façon de voir la cuisine, parce que c'était la cuisine, on va dire, en format collectif, où on avait des machines gigantesques pour faire à manger, pour sortir en simultané 500 poulets, quoi. Donc c'était impressionnant, c'était une autre démarche que j'avais jamais compris ou pensé, parce que quand on n'est pas du métier, on ne change jamais à ces notions d'ergonomie et de production. On se dit jamais, moi, quand je fais à la maison 5 poulets, c'est galère, alors pour en faire 500, c'est pas la même chose. Ouais. Donc j'ai rapidement découvert. C'était costaud, j'ai passé des journées entières à faire des brunoises pour apprendre à utiliser le couteau. Donc au début c'était marrant, à la fin un peu moins marrant, néanmoins la brunoise elle était carrée. Génial, donc t'es communard et après sur quoi on te... J'ai fait communard, après j'ai passé au bar qui était ouvert en continu, on faisait un peu de tout, des salades, des tataki, des clubs sandwich. Donc là ce qui était bien, même si la cuisine restait assez simple, c'est qu'il y avait déjà une première notion de service. Oui. Donc je recevais des vents et évidemment... en étant accompagné par mes chefs de partie, je pouvais envoyer ces bons, dresser pour la première fois une salade qui était partie vers un client. C'était intéressant parce que c'est la première fois où on commence à avoir, on va dire, un tout petit peu de confiance. Oui. Et on peut commencer à vraiment toucher le produit final qui va partir vers le client. Génial. Oui, c'était sympa. Bah oui. C'était stressant pour moi à l'époque. Mais... Parce que j'imagine que la première assiette que tu envoies, tu dois te demander à 3 fois si elle est bien, est-ce qu'elle est parfaite. On n'a pas forcément envie de mal faire, donc oui. On pose 14 fois la même question pour savoir si l'assiette elle va bien. Et t'inquiète, c'est une salade. Ça va très bien se passer. Et c'était quoi comme salade, genre César salade? Ouais, salade César, okay. Tout à fait. Okay. Donc du coup, c'était sympa. J'ai ensuite fait la pâtisserie pour le chef Gérard Biscot, qui était un maître macaronnier, très sévère, très strict, mais un pâtissier hors pair.
Et je suis resté quelques mois avec lui, je pense 1 ou 2 mois. Et après cela, j'ai basculé entre le restaurant qui faisait le buffet à midi, entre les banquets, qui était là encore une autre démarche, parce que c'était un étage entier qui était dédié que aux banquets. Parce qu'il y en avait tous les jours, il y avait dans ma tête une dizaine de salons qui étaient loués constamment. Donc il y avait tous les jours 15 menus différents à sortir pour 10 personnes, 15 personnes, 30 personnes. Donc c'était une démarche, on va dire, qui demandait énormément d'organisation. Et quand on est apprenti et qu'on voit le tout, c'est assez impressionnant. Mais alors du coup, dis donc, tu as pu comme ça balayer tout un spectre des possibilités offertes en termes de travail, quoi. Tu as pratiquement tout vu. Ça m'a donné la possibilité de comprendre que ça existait, évidemment très loin de le maîtriser, mais ça m'a donné la possibilité de comprendre tous les différents formats qu'on avait en restauration, que ce soit de la cuisine haut de gamme, de la cuisine plus simple, du buffet, du banqueting, du traiteur, etc., etc. Et est-ce que le fait d'avoir touché un peu à tout, tu t'es dit, c'est plutôt vers là que je veux m'orienter? Ça t'a permis, toi, un petit peu de te dire ou pas encore? T'es un peu, pas encore, c'est trop tôt. Quand on vient de commencer, il y a évidemment cet engouement de la cuisine, l'engouement aussi un peu médiatique. Moi, je veux être chef, je veux être au pas, je veux faire des choses, dresser, etc. Donc, à ce moment-là, bien que je commence à voir toute la panoplie d'options qu'il y a, je suis toujours axé sur le fait de comprendre déjà comment on fait, apprendre, être un bon cuisinier. En tout cas, à l'époque, c'était ça l'objectif. Oui. Donc là, du coup, cette formation te mène donc à l'obtention de ton diplôme. Tout à fait. C'est ça que tu as. Oui. Bravo. Bravo, bravo. Et après, tu dis, je continue. Tu continues les études. Moi, je termine mon CAP en cuisine, oui. Donc qui évidemment est une formation qui est un équivalent du bac, donc qui en termes techniques, elle est très correcte parce que ça donne vraiment des bases et des fondements pour ce qui est la cuisine, avec un minimum d'apprentissage non seulement pour la technique culinaire, mais aussi pour tout ce qui est les appellations françaises, la conception d'une recette de base pour au moins savoir comment faire une recette, l'hygiène, ce qui est évidemment une étude qui est fondamentale lorsqu'on apprend en tant que jeune apprenti. Mais évidemment, ça reste assez superficiel. Donc j'ai rapidement compris que si je voulais progresser dans ce métier, il fallait faire plus de formation, et ce qui n'était pas forcément la voie ni le chemin que les anciens avaient pris. Parce qu'à l'époque, on faisait un CAP, après on commençait la cuisine, on passait 14 ans et peu à peu on grimpait. Oui. Le problème de ça, et c'était une suspicion que j'avais à l'époque et qui s'est confirmée beaucoup de fois par la suite, c'est qu'il y a beaucoup de notions administratives ou même managériales, qu'on n'apprend pas à l'école. Donc autant faire le plus possible de formation pour essayer d'avoir, on va dire, une certaine polyvalence. Et ça m'a poussé à vouloir intégrer l'école Ferrandi, qui évidemment bénéficie d'une réputation assez impressionnante. Donc évidemment, j'ai entendu parler beaucoup de fois de l'école, donc j'ai postulé pour faire un BTS option B, donc un BTS qui est axé management et art culinaire. J'ai été pris à l'école Ferrandi. Juste avant de commencer mon BTS, j'ai fait un stage chez Frédéric Anton. Okay. Donc première fois que je rentrais dans un restaurant étoilé, pour le coup un 3 étoiles d'un monstre culinaire de la taille de Frédéric Anton, qui en plus est meilleur vœu de France. Alors, donc c'était encore une autre démarche, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu es rentré dans une cuisine comme ça, et qu'est-ce que tu en retiens? Le premier impact, c'est à quel point tout est très très organisé. Parce que moi j'ai bossé dans beaucoup de cuisines autres que des établissements étoilés, mais même à l'époque, en ayant fait juste les quelques cuisines différentes entre le Pullman et le Movenpick, c'est organisé, mais il y a organisé et vraiment très carré, très organisé. Donc en rentrant dans le domaine de Frédéric Anton, la brigade, elle s'exerçait à une propreté pendant le service, c'était beaucoup plus, on va dire, minutieux, précis, et on s'y attend d'une certaine façon parce que c'est un 3 étoiles, et on se dit, bon, pour ce prix-là, c'est certainement très carré, mais on n'arrive pas à dimensionner que ça n'implique pas que l'assiette, mais toute la production qui est derrière. Donc c'est des horaires qui sont conséquents, il y a une certaine pression qu'on voit sur les chefs de partie et sur les commis. C'est des produits qui viennent un par un, enveloppés, tout beau, parce que c'est des produits d'appellation qui sont assez onéreux. Donc ça contraste évidemment avec les 700 poulets qu'on a reçus pour faire la cafétéria des employés. Donc c'est des chocs qu'on doit voir pour les comprendre. Et ensuite, il y avait la présence du chef Anton qui était tout le temps là. Et ça aussi, ça m'a un peu étonné. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, peut-être un chef de ce niveau-là n'était pas tout le temps en cuisine. À la plage. Mais pourtant, moi, quand j'arrivais, il était là, et quand je partais, il était là. Et on faisait une amplitude horaire qui était conséquente. Donc ça, c'était sympa de voir le chef tout le temps en uniforme en cuisine. J'ai eu même la chance de le voir cuisiner 2-3 fois. Il était en train d'écrire à l'époque un livre sur les riz. Donc il faisait des paellas, et c'était assez impressionnant de le voir travailler.
Là encore, cette maîtrise technique et manuelle qu'ont les meilleurs ouvriers de France qui est impressionnante. Et du coup, c'était une expérience qui était très enrichissante. Je pense que j'ai dû remplir 1 ou 2 carnets de notes. Avec tout ce que je voyais, les techniques, les choses, tout ce qu'il me disait, même sans le comprendre, je le notais. C'est ce que j'allais te dire. C'est important. Donc tu regardes, ouais. Tu t'absorbes un maximum d'infos, quoi. Ouais. Et tu notes. Des fois, c'est un peu bourratif parce qu'on n'a même pas le temps de le comprendre. Mais moi, je faisais des croquis, je prenais des notes, je me dirais un jour je comprendrai, donc commencer là. Parce que c'est tellement d'informations et ça va tellement vite. Et ils sont tellement de techniques qui pour eux sont déjà maîtrisées. Mais pour un jeune apprenti, c'est pas le cas. Que je notais le plus possible d'informations. T'as des techniques là qui t'ont, on va dire, suivi après toute ta vie professionnelle que Il y a une technique que j'ai toujours fait depuis Frédéric Anton, et c'est la réduction de crème avec des champignons. Ouais. C'est tout simple, c'était une crème qu'il faisait pour servir avec son risotto de tapioca. Donc c'est juste des champignons de très bonne qualité qui sont réduits dans une très grande casserole avec de la crème du thym du laurier. Et ça réduit pendant très 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 longtemps. Et à la fin, cette réduction et concentration de goût qu'on obtient, elle a une légère couleur de champignon, mais le goût il est impressionnant. Et ça m'a vraiment impressionné quand je voyais le truc réduire un service de service. Et à la fin, quand on goûte, c'était assez... Ah oui, un service de service. Ouais. À la fin, tu as une cuillère, c'est un concentré de champignons. À la fin, c'était Et ça, c'est un truc... je m'exerce à le faire depuis, à ce respect pour la concentration des goûts qui vient de la patience, qui est on va dire un des sujets phares en cuisine quand on veut faire des produits dont le goût est bien prononcé. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a suivi. Génial. Wow. Donc là, tu fais ton stage là et ensuite tu intègres donc Ferrandi pendant c'est 2 ans ton BTS. 2 années, oui. BTS option B. On alterne, c'est 2 mois à l'école et 2 mois à l'entreprise. Donc c'est une alternance un peu particulière que j'ai jamais trop compris parce que de base c'est toujours 3 jours, 2 jours, une semaine. Quand on part 2 mois de l'entreprise et qu'on revient, il y a tout qui a changé. La carte elle a changé, il y a des nouvelles personnes, donc c'est toujours un peu compliqué pour se remettre un peu dans la sauce, on va dire. Et du coup, j'ai fait mon alternance au sein de l'hôtel Ambassador, donc un hôtel du groupe Marriott qui est dans le Grand Boulevard, qui est un hôtel qui a 90 ans, qui a toujours été une institution. Donc j'ai la chance de rejoindre la brigade d'un chef franco-brésilien qui est très sympa, formé à l'ancienne et qui est, on va dire, beaucoup plus respectueux que la moyenne de chefs que j'avais pu rencontrer jusqu'à l'époque, et qui gérait ce restaurant qui avait donc des banquets, le room service, le bar et le restaurant, mais qui avait évidemment un débit beaucoup moins conséquent que le Pullman et qui n'avait pas le niveau d'exigence culinaire qu'avait le Pré-Catelan. C'est quelque chose qui est important à remarquer parce que pendant toute la période où moi j'ai fait mes 2 années à Ferrandi, la vaste majorité de mes collègues étaient tous en alternance dans des restaurants étoilés. Oui. Donc, parmi eux, il y a des personnes qui étaient à l'Astrance, il y a des personnes qui étaient au Bristol, qui étaient chez Passard, qui étaient chez Guy Savoy, donc des très très grosses maisons. Et pour moi, ça a été déterminant parce que pendant ces 2 années de formation, où je n'ai pas eu moi la chance de travailler dans un établissement aussi étoilé, j'ai par contre eu la chance de devenir une partie intégrante d'une brigade. J'explique, nous on était une dizaine dans la brigade au total. Et ce qui faisait que le chef, il était à un moment ou à un autre forcé de nous pousser à grandir, donc à prendre la responsabilité d'un poste en entier, donc faire le froid tout seul, ou faire le chaud tout seul, ou même des fois aider au pass, et ce qui serait impensable dans un restaurant de 3 étoiles. Et moi, ça m'a permis à la fin du BTS d'avoir une essence avec beaucoup de produits différents, d'avoir une essence aussi avec la gestion des collègues, avec des commis, avec d'autres stagiaires ou apprentis qui étaient, on va dire, plus récents que moi, chose que mes collègues qui avaient appris à très bien faire 1 ou 2 produits n'avaient pas. T'étais peut-être plus polyvalent alors que tes camarades, ouais, c'est ça? Ça m'a donné une polyvalence et je sais que quand on a fait notre BTS, l'examen qu'on passe, le concours de BTS pour obtenir ou pas la certification du BTS, c'est un examen dans lequel on a 2 commis. Donc moi j'avais une essence parce que j'avais déjà été confronté à avoir entre guillemets des commis ou des stagiaires avec moi, de par l'organisation en brigade qu'il y avait au sein de l'Ambassador. Et cette polyvalence que jusqu'à présent je n'avais pas remarquée m'a énormément aidé. Et je sais que pendant cet examen, beaucoup de mes collègues étaient très stressés avec la gestion des commis parce que c'est des premières années. Et que moi, avec eux, je rigolais, je m'entendais très bien. Et c'est la première fois où je me suis rendu compte que dans ce métier, on s'apprend beaucoup de choses, mais on ne s'apprend pas le management et la gestion et le partage humain. Et ça, moi, ça a été déterminant pour ma carrière. Ça m'a permis d'avoir une très bonne note dans mon BTS. J'ai eu 16, 50, alors que je venais, on va dire, du seul établissement qui n'était pas 3 étoiles ou 2 étoiles. Oui. Donc c'était assez intéressant de pouvoir mélanger l'enseignement de très haute qualité que me donnait Ferrandi avec une pratique en entreprise qui était plus polyvalente et plus réaliste du métier.
Et j'ai l'impression, là, en t'écoutant, que dès ce moment-là, tu te rends compte que le partage, en tout cas la transmission, c'est hyper important pour toi, j'ai l'impression. Ouais, la transmission c'est important pour moi parce que moi j'ai commencé ce métier très tard. Moi, quand j'ai fait le CAP post-bac, il y avait beaucoup d'adultes. C'est une formation pour adultes, donc pas de surprise. Par contre, moi, quand j'ai intégré Ferrandi et que j'ai intégré le BTS, la plupart de mes collègues avaient 3, 4, 5 ans de moins que moi. Et c'était des gamins qui venaient soit de familles de restaurateurs, qui avaient une pizzeria, un restaurant, quelque chose. Donc, c'était des personnes qui avaient déjà baigné pendant longtemps dans ce métier-là. Et moi, j'étais nouveau. Oui. Donc, j'avais beaucoup de chemin à rattraper. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs chefs, que ce soit au Pullman ou que ce soit au sein de l'Ambassadeur, qui ont eu cet aspect pédagogue qui m'a vraiment permis d'avancer. Je me suis rendu compte que c'était plutôt ce genre de chef que moi je voulais être. Surtout que je me suis rendu compte que c'était une équipe qui était très soudée, d'une façon différente que l'équipe d'une brigade étoilée est soudée. Dans l'étoilée, il y a beaucoup de concurrence, il y a une recherche de l'excellence, il y a un respect qui est très profond pour le produit, pour le chef, etc. Mais en général, c'est des maisons qui ont suffisamment, on va dire, de ressources pour pouvoir se permettre d'avoir des brigades très complètes, et ce qui n'est pas forcément la réalité du restaurateur moyen, dans lequel c'est pas toujours évident d'avoir suffisamment de matériel ou suffisamment de personnel, et ce qui fait que ce genre de brigades, qui je le pense sont beaucoup plus nombreuses, c'est des brigades, quand ça se passe bien, qui sont soudées par un objectif commun, qui n'est pas seulement la réputation, mais de faire un bon travail qui est bien fait et dans une ambiance qui est saine. Ça veut dire que ce sont les chefs que tu as rencontrés qui t'ont initié à ça. Et tu as compris que c'était grâce à eux que c'est ça que tu voulais faire. Pas tous. J'ai eu, comme tout le monde, le malheur de rencontrer des chefs qui étaient très à l'ancienne, donc très violents ou misogynes, voire très racistes. Mais j'ai eu la chance parmi eux d'en avoir quelques-uns qui étaient très bienveillants. Voilà. Alors je ne veux pas dire que c'était mes amis parce que ce n'est pas le cas. Mais en gardant une distance, ils arrivaient à être des personnes très professionnelles, très gentilles, très respectueuses et qui donnaient envie de travailler. Et tu t'es dit, moi c'est comme ça que je voudrais être quand j'aurai Moi je ne veux pas être le chef qui gueule partout, qui a cette pression, Moi je veux être un chef qui fédère les équipes par l'exemple et qui veut faire ressentir ce que moi je ressentais à l'époque. Et alors, donc là tu commences à avoir une idée de comment tu voudrais manager, mais est-ce qu'à ce moment-là tu commences à avoir une idée de ce que tu voudrais faire comme type de restaurant ou comme type de cuisine, ou c'est encore un peu tôt? T'en es pas encore là. On est encore à l'époque où en tant que jeune apprenti en restauration, on se dit déjà oui, moi je voudrais peut-être chercher une étoile ou avoir mon restaurant en moins, parce qu'évidemment on n'a toujours pas totalement la notion d'administration, d'entrepreneuriat, etc., etc. On a juste la notion de moi je veux être chef, je veux accéder à cette créativité, je veux avoir la chance de porter la veste de chef et me dire que je l'ai mérité. Mais ça reste toujours des réflexions qui sont toujours très jeunes. D'accord. Donc tu as ton diplôme. Tout à fait. Et tu commences par quoi? C'est quoi ton premier, entre guillemets, vrai travail, qu'on va dire? C'est peu, moi, j'ai eu une chance à Ferrandi, c'est que j'ai eu des notes qui étaient plutôt bonnes, à l'exception de la gestion, pour lesquelles je me suis efforcé, mais qui n'étaient pas très, très compliquées. Et ça m'a poussé à me dire qu'un profil comme le mien, donc un profil qui vient d'un bac littéraire, d'un bac général, qui est plutôt rare en restauration, ou du moins ça l'était à l'époque, je me suis dit que peut-être c'était une bonne idée de continuer les études en restauration. Et à l'époque, on m'a parlé d'une licence, donc c'était une année supplémentaire, en management de restauration de luxe, donc au pôle gastronomique de l'université de Cergy-Pontoise, que je connaissais déjà bien parce que j'avais fait une formation en tant que biérologue. Un biérologue étant à la bière, est-ce qu'un sommelier est au vin? Parce que j'ai toujours eu une grande passion pour la bière qui me vient de mon père, qui me vient du rugby, etc. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire des formations sur ça, évidemment, je me suis lancé. J'ai fait ma formation pendant des vacances, je trouvais ça passionnant. Et du coup, j'ai découvert ce pôle de gastronomie au sein de l'université. C'était la possibilité de passer d'un bac plus 2, donc du BTS, à un bac plus 3. Donc je me suis dit pourquoi pas. On proposait en tout cas une ouverture internationale intéressante au sein de cette formation. Il y avait un voyage soit au Mexique, soit à Saigon, qui avait l'air très intéressant. Puis moi étant binational et trilingue, j'avais envie de pouvoir développer un peu plus. Parce que Ferrandi, c'est une excellente école culinaire, mais en ce qui concerne les langues, il n'y a pas beaucoup de niveaux, comme c'est d'ailleurs le cas en général en France. Oui. Donc j'ai intégré cette licence à Cergy-Pontoise en parallèle de l'alternance avec le Prince de Galles, à l'époque où chef Lequelec était toujours là, juste avant qu'elle gagne sa 2e étoile. Il était en train de faire son concours de meilleur vin de France. Et du coup, j'ai fait les 5 premiers mois de la formation. J'ai été déçu de la formation parce que l'ouverture internationale, c'était plus ou moins le même niveau en langue qu'il y avait à Ferrandi. Donc c'était une année supplémentaire à avoir un salaire d'apprenti,
alors qu'en soi, j'étais pas en train d'apprendre beaucoup de choses. Côté TP, c'était très sympa, j'avais des super collègues et des très bons profs, mais c'était pas spécialement intéressant pour moi, donc ça a commencé à me démotiver un peu. Et côté Prince de Galles, j'avais des soucis avec 2 sous-chefs que je trouvais totalement inhumains et crétins. Donc je me suis dit, ça m'intéresse pas de continuer à bosser dans ces conditions. À l'époque, je faisais déjà énormément d'extras via une plateforme qui permettait de faire des extras, qui me permettait de, on va dire, arrondir les fins de mois. J'ai fait beaucoup d'extras dans un restaurant qui est dans le 11e, qui s'appelle Biondi, qui est un restaurant qui est aussi présent dans le guide Michelin, qui est un restaurant qui est spécialiste dans la viande argentine. Oui. Donc j'avais un très bon ami colombien qui travaillait avec le chef, qui l'aidait avec la partie, on va dire, managériale administrative. Et en faisant des extras là-bas, un jour, ils m'ont dit, bon écoute, est-ce que tu veux pas un poste de chef? Donc je me suis dit, ouais, je sais qu'administrativement et en compréhension, j'ai un certain niveau, mais j'ai jamais géré une équipe. Donc j'ai trouvé un peu bizarre la proposition, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et en parlant avec le chef propriétaire, j'ai compris très rapidement. Il aimait mon profil, il m'avait vu travailler. Évidemment, en recrutant un très jeune chef, le salaire était beaucoup moins conséquent que pour un chef confirmé. Donc pour lui, c'était une opportunité d'avoir quelqu'un qui allait se donner à fond pour son établissement. De toute façon, il était là tous les jours, donc il gardait un œil pour un salaire beaucoup moins conséquent. Et pour moi, c'était une opportunité en or que personne n'allait me donner, parce que ça reste quand même un restaurant. Même s'il n'a pas d'étoile, à l'époque, il avait une assiette Michelin. Oui. Biondi, je confonds toujours. C'est rue Arlot? Amelot, c'est ça. Oui, Amelot. À côté du clown bar, là, pas très loin. Ah, okay. Oui, à côté du cirque d'hiver. Exactement. Ah, oui. Donc du coup, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai très rapidement quitté la formation à Cergy-Pontoise et le poste que j'avais au sein du Prince de Galles pour entreprendre en 2019 ce poste en février de chef de cuisine junior au sein de Biondi. Ça a été une expérience qui m'a changé la vie parce que c'est la première fois où on se confronte à la vraie gestion d'une brigade, en étant très inexpert et très jeune. Combien vous étiez du coup? On était 11 en total. Waouh. Ouais. Donc tu gérais 10 personnes? Ouais. Et alors? Comment c'est? Dur, très très dur. Ouais. Très très dur parce que c'est un métier qui est fait de pirates, donc de personnes qui travaillent dans des conditions qui des fois sont un peu exigeantes, un peu difficiles. Même si c'est un établissement bienveillant, c'est un métier qui est dur de par les horaires, de par la pression, de par la chaleur, le froid, les coupures, etc. etc. Et c'était surtout des personnes qui travaillaient ensemble depuis déjà 5 ou 6 ans, donc qui se connaissaient très bien. Avec un second qui est aujourd'hui on s'entend très bien, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc qui était déjà soudé, qui avait une façon de travailler qui était certainement différente de la mienne, qui étaient des cuisiniers formés dans le métier, pas formés via une formation à l'école. Donc évidemment c'est une façon très différente de voir l'ergonomie, la propreté, l'organisation. Moi je suis quelqu'un qui a toujours été très protocolaire et j'aime l'être. Évidemment, c'était pas du tout le cas au restaurant. Et je pense que c'est exactement ça que cherchait le patron en m'engageant. Donc c'est la première fois où on fait face à la diversité du personnel qui est en cuisine, parce qu'on a une diversité qui est très marquée parmi ces hommes et femmes qui viennent de backgrounds qui sont très différents, avec des cultures différentes, des religions différentes, des sages très différents. Donc on se retrouve à avoir des personnes qui vont de 22 ans à 55 ans, qui ont 3 ou 4 religions différentes dans la brigade. Donc évidemment, c'est très diversifié. Et t'es presque le plus jeune, toi, en plus, non? J'étais le plus jeune. Ouais, en plus. Donc il fallait que je fasse mes preuves et qu'ils comprennent pourquoi ce que le patron a mis ce gamin en commande. Donc au début, ça a été dur parce qu'il m'écoutait tout simplement pas. Donc quand il m'écoutait pas, moi je regardais le sous-chef et lui il leur disait et là ils écoutaient. Donc ça m'a pris 2 mois à réussir à me faire entendre. Mais face à une équipe comme ça, je savais que si je le faisais de façon à l'ancienne, violente, en gueulant, ils ne me prendraient pas au sérieux. J'étais un gamin, qu'est-ce que je veux leur apprendre? C'est des personnes qui ont 20 ans de métier. Par contre, j'ai remarqué que quand je leur montrais des techniques ou des façons de faire différemment qui leur économisaient du temps, ils se disaient ah ouais, ok, donc je peux faire ça comme ça, ah bah merci. Donc c'est de la patience, c'est du temps, c'est de montrer par l'exemple et par des faits concrets qu'il y a une connaissance sur le métier, que ce soit technique, culinaire, managériel, ergonomique, etc. Donc ça m'a permis peu à peu de mieux m'entendre avec la brigade, jusqu'au moment où on est arrivé à souder la brigade et ça s'est très bien passé. C'était un premier poste très dur, j'ai perdu 18 kilos, donc c'était costaud. Ah oui, ça devait être, ça t'a marqué physiquement du coup. Oui, on a quand même la chance, c'est un restaurant qui travaille donc les viandes argentines, donc c'est un restaurant qui a de la braise, et on avait un grill énorme qui devait faire 80 cm par 1 mètre,
Donc évidemment, ça à côté des feux, à côté de la friteuse, à côté de la plancha, il faisait très très chaud. Ouais. Donc on travaillait en coupure, on faisait des très très longues soirées par semaine. Ça, de juin à septembre, quand tu as un peu de cagnard à Paris, ça devait être... Ouais, c'était très costaud. Tu devais boire 5 litres d'eau pendant le service. On avait de l'eau Castalie et ça partait... c'est pas étonnant. Ouais. Et du coup, tu as pu parfaire, parce que tu as pu reparfaire un peu ta technique de cuisson de braise, etc. Parce que ça, là aussi, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier, cette cuisson-là et tout. Le travail du feu, c'est un truc qu'on n'apprend pas forcément à l'école parce que les écoles en général n'ont pas de charbon pour des questions de sécurité, etc. Donc moi, j'avais jamais vraiment travaillé la braise et le feu. Et le patron de Biondi est un très bon cuisinier qui a été formé par Jean-François Piège et qui est lui-même argentin, donc un peuple qui a une tradition de asado et de cuisine au feu de bois qui est très prononcée. Donc pour eux, c'est vraiment presque une religion, la cuisine au feu de bois. Et j'ai eu la chance d'apprendre de lui la cuisson du feu de bois. Donc évidemment, il faut apprendre à la maîtriser, vu que c'est un restaurant qui vend majoritairement de la viande et que chaque côte de bœuf était vendue 110 €. Quand on en a 15 en simultané sur le grill, il faut faire attention à ne pas rater les cuissons. Ouais. Donc tu joues avec quoi? Tu joues avec l'intensité de la braise, avec les hauteurs? Oui, en général, on a un côté qui a plus de charbon. Il y a un côté qui a moins de charbon. Donc on joue sur le fait de... Déjà, on a toujours saisi les viandes à côté, sur une poêle, pour créer une belle croûte. Et ensuite, on fait la cuisson en tant que telle sur la braise. Et du coup, on variait sur quelle partie de la braise on mettait les côtes de façon à avoir plus de chaleur ou moins de chaleur, ou juste de laisser tirer, etc. Donc c'est une organisation spatiale qu'on doit avoir pour mieux profiter de la chaleur. Mais la croûte, vous la faisiez d'abord en poêle? Oui. Oui, parce qu'en fait, quand on fait, même si la braise elle est très forte, si on la pose directement sur la braise, sur la grille, il y a quand même des parties qui ne touchent pas, donc il y a des parties qui ne seront pas croûtées. Et toutes les parties qui ne sont pas croûtées, c'est des parties par lesquelles peut s'échapper le jus. Donc moi, j'ai appris comme ça avec le chef. Et depuis, j'ai toujours fait mes viandes comme ça. Je fais toujours la croûte à la plancha ou à la poêle. Comme ça, j'ai une belle croûte qui va garder la jutosité à l'intérieur. Et ensuite, je cuis au charbon. Je vais essayer. Tu peux essayer, tu verras la différence. Retenez bien les amis. Je vais essayer direct. Waouh, j'adore. Ouais. Et après, tu joues avec les cuissons, bien sûr, en fonction de une viande saignante, bleue, à point, etc. Ta braise aussi, elle évolue pendant le service. Quand on vient de l'allumer, elle est évidemment très très vivante. Ouais. Donc, il faut faire attention de ne pas brûler ton morceau de viande. En fin de service, elle est beaucoup plus maîtrisable. Des fois, si elle est un peu trop s'énervée parce qu'il y a de l'air qui rentre, tu dois avoir des cendres pour mettre par-dessus pour le baisser un tout petit peu. Donc, c'est un jeu qu'on apprend et maîtrise. Et c'est pareil ici, quand on a décidé d'acheter le Kamado, donc notre Big Green Egg. Au début, la plupart de mes chefs de partie n'avaient jamais travaillé avec ça. Donc les premières semaines, c'était toujours un peu quand ils ouvraient la flamme qui sortait. Et maintenant, ils s'adorent, ils savent le faire. Mais c'est un apprentissage du geste et du temps qui vient avec le temps.